Alors, l'enjeu, il y a plusieurs enjeux. Évidemment, il y a la problématique à court terme de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire cette année? Alors d'abord, je pense que cette année, on a une forme de rappel qui est que le climat, l'accident climatique, reste et demeure une menace pour cette région. Et là, je pense évidemment au Cap-Vert, puisque vous savez que tout simplement au Cap-Vert, cette année, il n'a pas plu. Donc il n'y a tout simplement pas eu de récolte alimentaire. Et donc il faut s'occuper de ça, et je crois que la communauté internationale est en train d'intervenir dans ce pays. Pour le reste, sur le continent, on a finalement une reproduction de la situation que nous connaissons depuis plusieurs années. On a, à l'inverse du Cap-Vert, la démonstration que la quantité de produits alimentaires qui sortent de terre chaque année n'est pas finalement le principal déterminant de la situation alimentaire et nutritionnelle, puisqu'on a globalement des récoltes qui sont supérieures à la moyenne des 5 années précédentes, mais on a des poches sociales, je dirais, d'extrême pauvreté qui fait que même dans une situation où les produits sont disponibles sur le marché, il y a plusieurs millions de personnes qui sont tout simplement pas capables d'acheter leur nourriture. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui les plus pauvres, les plus fragiles dépendent du marché. Et donc il faut s'occuper de cette pauvreté chronique de façon structurelle pour résoudre ce qui nous apparaît chaque année comme des crises alimentaires, mais qui en réalité sont des situations absolument chroniques. Et on a des poches géographiques très marquées qui sont en particulier liées à l'insécurité. On a une menace de famine qui commence à être une menace absolument réelle autour du lac Tchad, donc en particulier au nord-est du Nigeria. Bien que la situation générale autour du lac Tchad se soit améliorée, on a encore des centaines de milliers de personnes qui pourraient sombrer dans la famine. Ce que l'on met en avant quand on parle d'innovation, c'est d'abord la capacité que nous devons avoir collectivement à nous adapter aux mutations profondes qui traversent cette région. Alors je vais en donner quelques-unes. La première, c'est que cette région est en train de vivre une sorte de ce qu'on peut appeler un basculement urbain. À l'échelle régionale, bientôt, dans les 10 années à venir, il y aura plus de gens dans les villes que dans les campagnes. Or, nous avons des outils, y compris des outils d'analyse, mais aussi des outils de réponse, qui ont été construits à l'époque où il y avait une immense majorité de gens qui étaient dans les campagnes. Donc il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut innover. Un autre exemple, j'en parlais tout à l'heure, le fait que contrairement à ce qui se passait il y a 10, 15 et encore plus 20 ou 30 ans, ce n'est plus le niveau de la production qui détermine le fait que les gens puissent manger ou pas, mais c'est en particulier le marché. Ça veut dire des chaînes alimentaires de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Et ces chaînes ne sont pas exclusivement rurales, elles sont à la fois rurales et urbaines. Ce qui fait que quelqu'un va pouvoir se nourrir sur un marché, aujourd'hui, y compris quelqu'un de très pauvre, c'est non seulement le fait que l'agriculteur soit compétitif et produise quelque chose qui est à un prix abordable, mais que ce produit soit transformé dans les meilleures conditions, au coût le plus bas possible, bien entendu, soit transporté en sachet, fumé, vendu correctement dans les restaurants de rue, etc., etc. Et c'est toute cette chaîne qu'il faut comprendre et qu'il faut également, je dirais, appuyer dans son développement, et dont il faut appuyer les acteurs, parce que les acteurs de cette chaîne sont en particulier souvent eux-mêmes des gens très pauvres, travaillant dans le secteur informel, etc. Ça, c'est une deuxième forme d'innovation. Et la troisième forme qui découle de la seconde, c'est qu'il faut cesser de penser rural et de penser urbain. Tout ce que je viens de vous dire, c'est que le monde, en se complexifiant, si j'ose dire, il est devenu urbano-rural ou ruralo-urbain, si vous voulez.
Donc il faut arrêter cette opposition, arrêter par exemple d'avoir des stratégies rurales et des stratégies urbaines à côté. Les 40% en moyenne, je pense que je ne me trompe pas, mais 40% de l'économie urbaine que vous voyez apparaître si vous vous promenez à Cotonou ou à Abomey, c'est de l'économie alimentaire. C'est des gens qui transforment, qui transportent, qui ensachent, qui fument, qui ont des restaurants de rue, etc. C'est de l'économie alimentaire. Donc si on veut améliorer la performance de l'économie alimentaire, il faut considérer qu'elle est en partie rurale, en partie urbaine, mais qu'elle est structurée par des chaînes qui n'ont pas de frontières. Nous disons, et nous avons démontré, avec d'autres bien entendu, que l'économie alimentaire est de très 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 loin d'abord le principal secteur économique en Afrique de l'Ouest. Ça représente à peu près un tiers du PIB cumulé de tous les pays. C'est infiniment plus important en termes de création de richesses que le pétrole, le gaz, que les cultures d'exportation, etc. C'est le premier secteur économique. Mais c'est aussi, de très loin, le premier gisement d'emploi. D'accord ? Donc, nous disons aujourd'hui, il faut créer de l'emploi. Tout le monde le dit, et a raison. Quand on parle des défis sécuritaires, des défis migratoires, la réponse apportée par tout le monde, c'est qu'il faut créer des emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché, etc., etc. Et nous disons, bien, pour répondre à cet impératif, tournez-vous vers le principal secteur économique, le principal gisement d'emploi, qui est cette économie alimentaire. Mais, attention, nous ne disons pas l'agriculture, nous disons l'économie alimentaire.